Une seule et unique femme ingénieure est présente pour la toute première fois dans le centre de contrôle de la mission de la NASA lors d'Apollo 8 en décembre 1968. Frances Poppy Northcutt, une jeune femme de 25 ans aux longs cheveux blonds, réussit à s'imposer dans un milieu uniquement masculin grâce à son travail et à sa détermination. Je vous propose aujourd'hui de découvrir son histoire. Née le 10 août 1943 en Louisiane, Poppy Northcutt grandit au Texas. Diplômée en mathématiques, elle est embauchée pour son tout premier travail à la NASA en tant que calculatrice par un sous-traitant en aérospatial, TRW Systems. Sa mission consiste à effectuer des calculs basés sur le travail des ingénieurs. Et à cette époque, les calculatrices sont toutes des femmes et les ingénieurs tous des hommes. Si dans les années à venir, ces calculs seront effectués par des ordinateurs, à cette époque, ils sont encore effectués à la main, ce qui n'est pas une mince affaire. Pour utiliser des ordinateurs, il faut des tonnes de cartes perforées ainsi que faire attention à chaque détail. En 1965, elle commence par travailler sur des projets liés au programme Gemini. Elle racontera plus tard dans le documentaire de PBS Chasing the Moon: « C'était un peu Mad Men, c'était une description assez juste du monde des femmes. Mais j'étais vraiment fascinée. Je voulais savoir ce que je faisais et pourquoi je le faisais, et j'avais un diplôme en mathématiques. J'avais suivi un cours de mécanique céleste. » Poppy veut approfondir son travail et savoir ce qui se cache derrière ces chiffres. Elle emporte une partie de son travail le soir chez elle afin de lire le code, et le lendemain revient avec des questions afin de le comprendre. En raison des lois limitant le temps de travail des femmes, elle ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires, ce qui l'oblige à travailler moins longtemps que ses collègues masculins. Alors, dans le but d'être promue, elle décide d'effectuer ses heures supplémentaires gratuitement afin de faire ses preuves. Elle obtient rapidement une promotion et devient ingénieure de l'équipe de soutien à la planification et à l'analyse des missions de la NASA pour le nouveau programme Apollo. En d'autres termes, elle doit ramener les astronautes de la Lune vers la Terre. À seulement 25 ans, Poppy devient la première femme ingénieure à travailler au centre de contrôle de mission de la NASA. Portant de longs cheveux blonds et des mini-jupes, son look se démarque des costumes et des chemises blanches. I found out that there was a camera that was just focused on me, as it turned out. Elle sait qu'elle est observée. Alors que des vidéos du centre de contrôle sont diffusées dans le monde entier, elle s'aperçoit que ses collègues ont fixé sur elle une caméra afin de la regarder plus tard sur une chaîne privée. Elle racontera plus tard: « Ce serait appelé un lieu de travail hostile aujourd'hui, mais à l'époque nous n'avions même pas ce langage. Il ne faisait à peine que traiter les plaintes pour discrimination sexuelle à ce moment-là. Et encore, j'essayais de m'intégrer dans une équipe. Je n'essayais pas de poursuivre les gens en justice. Je pense que la plupart des femmes qui font l'expérience de telles choses vont juste dire « Ok, je dois aller au-delà de ça ». Poppy et son équipe conçoivent la trajectoire de retour d'Apollo 8, première mission à mettre des hommes en orbite autour de la Lune. Mais la mission d'Apollo 8 a été précipitée par la NASA. Le centre de contrôle n'a pas eu le temps de s'entraîner. La trajectoire doit être perfectionnée en temps réel. Et les moyens informatiques sont bien loin de ceux du XXIe siècle. Autre complication, au moment où ils doivent effectuer ces manœuvres de retour, les astronautes se trouvent du côté de la face cachée de la Lune, par conséquent hors de portée des communications avec la Terre. Ces calculs de trajectoire sont réutilisés pour les missions suivantes. Il n'y a pas vraiment de changement après Apollo 8, à moins que quelque chose ne se passe. En réalité, le travail de Poppy consiste surtout à se préparer au pire en restant prête au cas où il faille avorter la mission et ramener les astronautes sains et saufs. Malheureusement, un accident a lieu lors d'Apollo 13. Here is a bulletin from ABC News. The Apollo 13 spacecraft has had a serious power supply malfunction that could cause the lunar landing mission to be terminated early. Un réservoir d'oxygène explose, mettant hors service le module de service Apollo. Le programme sur lequel Poppy et son équipe ont travaillé est utilisé pour calculer les manœuvres nécessaires. Ces derniers réussissent ainsi à trouver un moyen de ramener les astronautes sains et saufs sur Terre. Ils recevront la médaille présidentielle de la liberté, une décoration donnée par le président américain afin de les remercier d'avoir sauvé les astronautes d'Apollo 13. Poppy est particulièrement médiatisée. Elle veut en profiter pour montrer qu'une femme peut atteindre des postes avancés à la NASA. Dans le documentaire de PBS, elle expliquera: « Le simple fait que beaucoup de femmes aient découvert pour la première fois qu'il y avait une femme au centre de contrôle était une très grosse affaire. Je pensais qu'il était important que les gens comprennent que les femmes peuvent faire ce travail, entrer dans la science, entrer dans la technologie, faire quelque chose qui ne soit pas stéréotypé. Mais la description des médias ne correspond pas toujours à ce à quoi elle s'attendait. Les journalistes s'intéressent surtout à son apparence. Les questions que lui pose Jules Bergman, un animateur de la chaîne ABC lors d'une interview, sont plutôt étonnantes. Quelle attention les hommes chargés de mission accordent-ils à une jolie fille en mini-jupe? Ou encore, on dit que lorsque vous entrez dans la salle de contrôle de la mission, la dite mission s'arrête brutalement. Le magazine The Record de Hackensack dans le New Jersey la surnomme la rose texane de la NASA. Le journal national de Lompoc Record, quant à lui, titre la blonde du centre de contrôle.
Poppy Northcutt gagne plus d'argent que beaucoup de femmes, mais son salaire reste néanmoins inférieur à celui de ses collègues masculins, malgré le soutien de son supérieur hiérarchique. Elle racontera plus tard: « Étant la première femme du centre de contrôle de la mission, on me posait des questions sur le statut des femmes à l'époque. J'ai commencé à y réfléchir davantage. J'ai commencé à être plus consciente de la discrimination qui sévissait. Suite à ces expériences, elle devient la première militante des droits des femmes dans la ville de Houston. Elle y fait la promotion de lois et d'actions permettant aux femmes d'atteindre des postes tels que pompiers ou encore agents de police. Elle reprend ses études et obtient un diplôme de droit à l'université de Houston en 1981. S'orientant plus particulièrement vers le droit des femmes, elle travaille pour le procureur du comté de Houston, réussit à créer une unité de lutte contre la violence domestique au bureau du procureur local, exerce les fonctions de greffière auprès d'un juge d'appel fédéral en Alabama, avant de se tourner vers la pratique privée. Elle est également membre de l'Organisation nationale pour les femmes qui milite entre autres pour l'accession des femmes au pouvoir ou encore l'égalité des salaires entre hommes et femmes. How does it feel to work among so many men in a world that is dominated by men, isn't it? Well, it's actually dominated by computers and by machinery as a whole. Espérons que les nombreuses femmes ingénieures à la NASA gagnent aujourd'hui autant que leurs collègues masculins. Merci d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, l'article correspondant à cette vidéo est indiqué en bas dans la description. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux, j'ai même créé une page Tipeee au cas où vous vouliez me soutenir. Allez, je vous souhaite à tous un bon été et je vous donne rendez-vous à la rentrée.